Alors je simplifie bien sûr, hein, mais c'est presque un rite de passage de la féminité, d'avoir des douleurs. Les premières règles, elles font mal, le premier rapport, il fait mal, la grossesse, c'est une période difficile et l'accouchement, c'est la douleur ultime. Et puis, on culpabilise parce que on se dit ah, pourquoi j'aurais besoin de me plaindre de ça, ou quand du coup la douleur devient trop forte et qu'on la mentionne et que les gens nous disent bon bah ça va, c'est normal, et ben on se dit ah bah oui, c'est moi qui exagère, ou c'est moi qui me crée ma douleur aussi. Bonjour et bienvenue dans la trentaine. Tu sais, le moment de la vie où ton corps te rappelle que tu as plus 20 ans dès que tu fais une soirée un peu trop arrosée. Où tu jongles entre swiper sur Tinder et stalker tes ex sur LinkedIn. Et où ta mère arrête enfin de te demander quand est-ce que tu vas te poser pour passer à la question qui fâche. Et les enfants, c'est pour quand? On nous dit souvent que c'est le début de la fin. Mais sérieux, à 30 ans? Moi, je pense que c'est juste le début des vraies aventures. Comme la vingtaine, mais avec un peu plus de moyens et en théorie, moins de drama. Enfin, ça c'est ce qu'on espère, non? Moi c'est Mariana et chaque mois je reçois une invitée pour parler de toutes ces questions qui nous prennent la tête. Une carrière qui a l'air moins en moins suffisante, nos histoires de cœur pas très droites et cette quête de bien-être entre deux crises existentielles. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on ne parle pas assez, ou pas comme il faut. Notre rapport au corps, à la fertilité et à toutes ces douleurs qu'on nous dit d'accepter comme normales. On va parler de ces phrases qu'on a toutes entendues au moins une fois dans la vie. C'est normal d'avoir le mal, toutes les femmes passent par là. On va parler de contraception, de fertilité et surtout de comment reprendre le pouvoir sur notre corps et notre santé. Pour en parler, j'ai avec moi quelqu'un qui a bouleversé vraiment les codes. Paola Cravero, fondatrice de Vulvae. Paola, bienvenue dans la trentaine. Merci pour l'invitation, je suis ravie. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux me raconter un peu plus sur ton parcours? Qu'est-ce que c'est l'association et un peu tes engagements? Donc l'association Vulvae, au départ, c'est un projet qui a commencé comme une start-up. On voulait sortir une thérapie digitale autour des pathologies de la vulve, donc toutes les douleurs qui peuvent toucher la vulve, donc la partie extérieure du sexe des femmes, des personnes à vulve. Et le projet donc a vécu comme ça pendant 3 ans, et puis faute d'investisseurs, on a dû se transformer parce qu'on voulait quand même pas lâcher notre combat. Et du coup, c'est une association maintenant depuis presque 2 ans, et on fait de la sensibilisation, de l'information, de l'accompagnement autour toujours du sujet des douleurs vulvaires pour aider les personnes à trouver des soins, des solutions, des médecins pour pouvoir trouver aussi du soutien. Parce que c'est des parcours qui peuvent être longs et qui peuvent être un peu traumatisants, un peu désespérants parfois, et donc on essaye de les accompagner au mieux. Et voilà, je fais ça donc depuis plusieurs années avec Emma qui est aussi à mes côtés dans le projet, et ça vient d'un engagement global que j'ai depuis assez longtemps sur le sujet de la santé des femmes de manière large et sur l'égalité en santé. Ça vient d'où un peu le déclic? Parce que moi, et là je le partage un peu d'une façon assez personnelle, je sens que j'ai eu toujours l'impression que j'étais très forte quand il s'agit de douleur. C'est un peu la sensation, non, mais je sens que les femmes, on est plus résilientes, on est capable de accepter plus de douleur. Et par exemple, quand on va à l'hôpital, ce que je souhaite pas pour les gens, mais c'est un peu l'impression que les femmes, elles acceptent plus, elles sont plus capables de gérer un douleur, et même le fait que j'ai des crampes chaque mois et je travaille quand même. Donc il y a un peu dans l'imaginaire des femmes cette notion, comme on a des règles, on est OK avec le fait d'avoir du mal. Ça vient d'où et c'était quoi un peu ton déclic de décider de c'est pas quelque chose de normal et je vais adresser ce sujet? Alors en fait, la normalisation de la douleur, ça vient déjà d'un contexte sociologique, historique, social. En gros, depuis pratiquement la nuit des temps, on dit que les femmes vont connaître de la douleur, et qu'en fait c'est presque, alors je simplifie bien sûr, hein, mais c'est presque un rite de passage de la féminité d'avoir des douleurs. Les premières règles, elles font mal, le premier rapport, il fait mal, la grossesse, c'est une période difficile, et l'accouchement, c'est la douleur ultime. On peut avoir ça, enfin si on remonte à la Bible, tu enfanteras dans la douleur, c'est une punition divine qu'on a infligée à la femme pour avoir péché. Donc tout cet imaginaire-là,
ça, il est très présent, notamment dans les pays catholiques, mais en fait, dans plein de religions et plein de cultures différentes, il y a des variations de cette douleur qui va être dans l'expérience féminine. Voilà. Je fais vraiment raccourci, hein, voilà. Et du coup, en fait, ça s'est transmis. Et donc, du coup, dans l'expérience des femmes, depuis très très longtemps, quand il y a de la douleur, on la cache. On n'en parle pas, on considère qu'en fait, c'est normal d'avoir mal. Et ça, c'est quelque chose qu'on a intériorisé tous, toutes les femmes, tous les hommes. Enfin, c'est quelque chose qui est très contextuel, très social, très admis. Et ça a été transmis, répété. Et du coup, en fait, ça crée un cercle vicieux parce que du coup, on minimise cette douleur. On se dit, bon, bah, de toute façon, les règles, ça fait mal. Donc, bon, bah, j'ai mal, c'est la vie. À quoi ça sert d'en parler? Donc, du coup, on la garde pour soi, on va l'accepter. Et ça devient un cercle vicieux parce que plus on a mal, plus on a mal. Parce que notre corps, il est fait aussi de sorte à ce que bah, la douleur, ça s'entretient. Ça fatigue. Donc, quand on est plus fatigué, on a plus de douleur. Ça joue sur le système nerveux qui s'habitue à ressentir de la douleur et donc du coup qui va être aussi potentiellement sensibilisé de manière globale à ces stimuli de douleur et qui va réagir de plus en plus fort. C'est aussi une fatalité, donc on se dit bon bah c'est comme ça, donc il n'y a pas de solution, donc je ne cherche même pas de solution. Donc en fait on s'enferme dans cette absence de solution. Et puis on culpabilise. Parce que on se dit ah pourquoi j'aurais besoin de me plaindre de ça, ou quand du coup la douleur devient trop forte et qu'on la mentionne et que les gens nous disent bon bah ça va c'est normal, et ben on se dit ah bah oui c'est moi qui exagère, ou c'est moi qui me crée ma douleur aussi, parce que des fois on va dire oh mais la douleur c'est dans la tête. Alors bon non on peut y revenir, hein, c'est vrai d'une certaine manière mais c'est un peu simplifié de dire c'est dans la tête, et donc du coup on se dit bah je me crée ma propre douleur en plus, donc elle est là, elle est normale, et en plus je la crée toute seule et je l'aggrave toute seule en fait en quelque sorte en me concentrant dessus. Donc en fait voilà, il y a plein de trucs négatifs qui viennent d'un truc qui a été intégré par tout le monde, que c'est normal d'avoir mal quand on a une femme. Moi je dirais pas que j'ai eu un déclic, je pense que ça m'a toujours juste révoltée. Parce que en fait quand j'ai commencé un peu mes différents projets autour de la santé des femmes, c'est un truc que j'ai beaucoup entendu, les femmes qui parlaient de leur douleur, on leur disait bah c'est normal, c'est dans ta tête, hein. Et moi ça me paraissait absurde quoi. Et parce qu'il faut savoir un truc qui est hyper important, c'est la douleur, c'est subjectif. Il y a personne qui peut ressentir la douleur que toi tu ressens, puisque c'est un truc qui est dans ton corps à toi, et tu peux jamais le donner à voir à la personne en face de toi, parce que vous ressentez pas, vous avez pas le même palier de douleur, vous avez pas les mêmes choses qui vont vous déclencher la douleur, vous avez pas le même état d'esprit, et des fois, bah, l'humeur, ça peut aussi impacter sur comment on la ressent. Donc en fait, c'est profondément subjectif. Donc ça a pas de sens de dire à quelqu'un, oh, t'exagères ou quoi, parce qu'en fait, bah, ça dépend d'elle. Donc enfin, moi, c'est un peu ça qui me, depuis le début, qui me motive un peu à travailler sur ces sujets, c'est que en fait, la douleur, c'est le truc par excellence où en fait, c'est pas objectif. Donc voilà. Donc moi, je dirais pas quoi là. Il y a un déclic, il y a juste au début une sorte de petite révolte, un constat de, bah il y a pas mal de personnes qui souffrent de ces trucs-là et en fait il y a personne qui leur propose des solutions, il y a personne qui les prend au sérieux, c'est pas normal. Et le fait, par exemple, d'avoir des règles chaque mois, c'est quelque chose que je réfléchis assez souvent, que jusqu'à, je sais pas, mes 50 ans, je vais avoir des règles chaque mois. Et le fait que on est habitué à ça, on est à l'aise, on travaille quand même, on gère une maison, on gère des enfants, on gère une carrière. En parallèle de tout ça, je trouve assez impressionnant. C'est un peu la femme Wonder Woman qui est capable de gérer la maison, de gérer la famille, de gérer la carrière. Par contre, c'est toute cette pression de comme on doit absolument tenir ça, on se met comme la dernière priorité de faire attention. Et ça, par exemple, je voyais ma mère, elle a eu toujours un peu ce profil de la femme qui était en charge de sa mère, de son mari, des enfants, et le rapport à elle, de son bien-être, c'était parfois le moins priorité dans la famille. Et je vois ça dans plein de femmes, plein de familles, que la mère est vraiment celle qui va être en charge de tout, mais qui est la moins prio en termes de bien-être, en termes de qualité de vie, en termes de santé. Est-ce que tu vois ça aussi? Et par exemple, c'est quoi le limite pour les femmes qui nous entendent de se dire oui, mais c'est presque on veut pas croire que c'est à nous de se dire je veux pas subir ça, je veux changer ça. On va se dire que moi je suis un peu l'exception, mais ok, peut-être c'est quelque chose qui arrive pour les femmes, mais pas pour moi. Bah alors déjà je reviendrai sur ce truc que tu dis, c'est la mère qui s'occupe d'eux, qui résiste. C'est intéressant de voir aussi que c'est pas que la mère, parce que c'est vrai, hein, en tant que femme, on est socialisé à prendre soin des autres. Et en fait, on voit dès le plus jeune âge
dans des études que même les petites filles, qui sont pas mamans, hein, on leur a appris à prendre soin beaucoup plus des autres autour d'eux que les petits garçons. Et donc ça va se poursuivre après. On a aussi des femmes qui, quand elles vont se mettre en couple, vont devenir un peu maternantes avec leur conjoint aussi. Alors c'est vrai, très vrai dans les relations hétérosexuelles. Et après, donc effectivement, quand on est maman, bah, on reproduit un schéma qu'on nous a appris parce qu'on a vu souvent effectivement nos mamans qui prennent soin de nous, qui mettent leur santé de côté. Il y a aussi des chiffres qui démontrent que les mamans s'occupent de la santé des enfants en priorité, puis de la santé de leur mari qui ne s'en occupe pas en général. Pareil, hein, je parle toujours dans le contexte de relations hétérosexuelles. Et après, de la leur. Donc il y a beaucoup de renoncement aux soins chez les mamans au profit de leurs enfants ou des gens desquels elles s'occupent. Mais c'est pas que les mamans. Enfin, c'était ça que je voulais dire du coup, parce que j'ai fait un petit détour. Mais voilà, c'est aussi des comportements qui arrivent très très tôt parce que pareil à nouveau, c'est social, hein, c'est de la socialisation. On nous a appris à prendre soin des autres. Et du coup, ça fait qu'effectivement, on s'oublie et qu'on se dit qu'on n'est pas légitime à s'occuper de nous. Et c'est assez difficile de faire le shift, de faire le changement, de se dire ah oui, bon bah là en fait, ce que je vis, ça devrait être prioritaire dans ma vie. Surtout quand on a d'autres gens à s'occuper. Quand on est seul, moi je dirais par exemple, je suis seule, j'ai pas d'enfant et j'ai pas de conjoint ni de conjointe. Bon bah je suis un peu ma priorité. Je pense que je suis dans un moment où c'est plus facile pour moi de me dire, et encore, hein, c'est plus facile quand même pour moi de me dire ah bah là si j'ai telle douleur, tel problème, je vais m'en occuper. Mais c'est vrai qu'il faut se donner l'espace en fait. Après c'est très compliqué parce qu'on est tellement matrixé, on nous a tellement appris à s'occuper plutôt des autres, à repousser sa douleur, à se dire que c'est pas si grave, c'est pas la fin du monde, ça va passer, ça ira mieux demain. Enfin, on a plein de stratégies comme ça pour se mettre de côté. Et quand on parle de contraception, donc pour rentrer plus en détail sur ce sujet, on a bien sûr que l'arrivée de la pilule, c'était assez important dans la vie des femmes. Je pense que la possibilité d'avoir la pilule, de ne pas tomber enceinte quand on a un rapport sexuel, je pense que c'était une bonne évolution. Mais par contre, je pense que, et ça c'est un peu mon approche, moi je suis assez critique avec l'idée de la pilule et toute l'idée de contraception hormonale, que je pense qu'on a beaucoup avancé. Mais si on avait peut-être plus de femmes impliquées dans la médecine, je suis pas sûre que ça serait le schéma qu'on ait pris. Donc le fait de prendre de l'hormone, on a des conséquences dans le corps. Est-ce que tu sens qu'on est dans la bonne voie? Est-ce que tu sens que la contraception hormonale pour les femmes, c'est vraiment la solution pour réduire la possibilité de tomber enceinte, mais aussi de réduire les douleurs qu'on peut avoir? Alors ouais, donc je dirais il y a vraiment deux sujets très différents. D'abord, je vais dire un truc qui me paraît quand même vraiment important. La pilule, c'est une avancée importante quand même. C'est une vraie révolution qui est arrivée à un moment où elle a permis à plein de personnes d'avoir accès à une nouvelle liberté, beaucoup plus de paix d'esprit et tout. Ça, faut pas le minimiser quand même. Je pense que c'est important de le dire. Surtout, ça a ramené une forme d'usage assez simple pour se protéger des grossesses non désirées. Donc c'était quand même au moment où c'est arrivé une vraie avancée qu'il faut pas dénigrer voilà, dans son contexte. Bien sûr aujourd'hui moi aussi je suis critique de plein de choses et moi-même j'ai arrêté de prendre la pilule donc voilà, mais il faut malgré tout bien répéter ça. Et en fait aujourd'hui ce qui va poser problème avec la pilule c'est effectivement qu'on se rend compte que toutes les femmes ne réagissent pas pareil. Tous les corps ne sont pas sensibles de la même manière aux hormones, tous les corps ne supportent pas de la même manière les effets secondaires. On va avoir des personnes qui vont avoir des effets secondaires très très forts, qui vont vraiment les handicaper dans leur vie quotidienne. On a d'autres personnes où en fait, moi par exemple, j'ai pas forcément arrêté la pilule parce que j'avais des effets secondaires extrêmement forts, parce qu'en fait ça se passait plutôt bien pour moi, hormis des soucis en termes de libido et un peu d'humeur, mais c'était pas non plus, je vivais pas mal avec. Mais on a le droit, étant donné l'état actuel des choses aujourd'hui, de se dire ah j'aimerais une autre solution, qu'elle soit une autre solution hormonale, parce qu'il y a plein d'autres choix aussi hormonaux qui peuvent être intéressants, et j'ai le droit à une solution aussi non hormonale, parce qu'en fait on sait assez de choses sur le corps des femmes et des personnes adultes aujourd'hui pour pouvoir leur proposer des solutions pour éviter des grossesses sans avoir à s'imposer une prise d'hormones. Et du coup, il y a aujourd'hui une trentaine d'options de contraception, si ce n'est plus. C'est intéressant que je me permets juste de te couper parce que un peu un mini partage perso, quand je suis arrivée en France, justement je cherchais une gynécologue pour m'accompagner, et les premières gynécologues que j'ai eu des rendez-vous,
j'ai vraiment détesté. C'était pas du tout la même expérience que j'ai eue à São Paulo, parce que à São Paulo, on a un peu ce rapport où moi, peut-être qu'il y a un biais, mais la gynécologue est la meilleure amie de la femme. Et quand quand je suis arrivée en France, moi, je disais, je veux pas forcément une contraception hormonale. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Et j'ai eu vraiment des gynécologues qui m'ont dit, franchement, il n'y a pas trop de choix. Genre, on va faire un examen, on voit que ton utérus, il est assez petit, donc il faut aller vers la pilule et c'est tout, quoi. Donc, il y a quoi comme, quand tu mentionnes 30 options, il y a quoi comme option? Alors, je vais revenir sur le contexte de la médecine en France. Je sais pas comment c'est à Sao Paulo, mais en France, il y a un truc à savoir sur déjà juste le contexte de la médecine, c'est les médecins sont sachants et les patients sont non sachants. On considère souvent, j'exagère à nouveau, je fais un peu des raccourcis, mais c'est pour aller vite, que le patient ne sera pas capable de comprendre des trucs compliqués, donc on va lui toujours l'orienter vers les trucs les plus simples. Et c'est pour ça tout à l'heure que je disais la pilule, ça a quand même beaucoup simplifié un truc, c'est parce que du coup on prend un comprimé tous les jours et en fait on est sûr de pas tomber enceinte. Parce que enfin sûr, à moins d'avoir des problèmes très spécifiques, c'est hyper efficace et c'est un comprimé par jour. On n'a pas besoin d'expliquer le cycle, comment ça marche, l'ovulation, le machin. On n'a pas besoin d'expliquer, on dit juste, vous prenez ce comprimé, vous ne tomberez pas enceinte. Pour un médecin, ça fait énormément gagner de temps et ça lui permet de se poser dans cette posture de je sais ce qu'il faut que vous fassiez, vous prenez ce comprimé et c'est réglé. Et donc en fait, c'est problème, solution, on voit pas le souci, on l'applique comme ça. Et je pense qu'en France, il y a déjà donc ce rapport très blouse blanche sachante qui a du pouvoir, qui est quelque chose qui du coup va rendre les relations patient-médecin quand même parfois très distantes. Ça évolue pas mal, mais c'est quand même encore présent. Et je sais pas après, selon les cultures, j'imagine que c'est peut-être aussi très différent. Et après, il y a ce truc de aussi un médecin a de moins en moins de temps dans un cabinet. Et donc en fait, si par exemple on veut passer à une contraception non hormonale, il faut qu'on prenne le temps d'expliquer comment marche un cycle, comment marche l'ovulation, à quel moment on est à risque de tomber enceinte. Et en fait, un médecin qui a en moyenne 10 à 15 minutes pour faire une consultation, s'il se voit, enfin, je sais même pas s'il le conscientise et qu'il se le dise comme ça, mais moi, c'est comme ça que je le post-rationalise un petit peu. C'est si je dois me mettre à expliquer à la personne comment son cycle fonctionne, machin, tout ça, en fait, est-ce qu'elle va être capable de comprendre? En vrai, il y a des gens pour qui ça peut être très difficile à apprendre, hein. Il y a des gens pour qui ça peut être très facile, voilà. Comment je vais l'expliquer? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce qu'il faudra répéter? Est-ce que du coup, entre le rendez-vous qu'on fait là et éventuellement un autre rendez-vous, on fait un débrief où on reparle du truc? Est-ce qu'elle va pas faire une connerie? Du coup, elle va pas tomber enceinte? Ça sera de ma responsabilité. Donc, ça rajoute beaucoup de difficultés pour un médecin. Donc, il y a, voilà, ce statut un peu et cette simplification avec juste la prise d'une pilule. Ouais. Après, ça explique pas pourquoi on parle pas d'autres méthodes qui sont tout aussi simples. Par exemple, un stérilet ou un implant, il est posé pendant 3 ans, on est tranquille. Alors il peut y avoir des petites complications, voilà. Mais voilà, il y a d'autres solutions qui sont tout aussi simples et qui sont encore aujourd'hui pas trop proposées, pas trop évoquées et tout. Et donc je reviens sur ta question du coup initiale. Qu'est-ce qu'il y a comme autre solution? Donc j'en profite, je fais un petit peu d'autopromo. Moi j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle Sage Gynéco, qui du coup a une sorte de petit guide pratique qui fait même pas une centaine de pages et qui permet d'aborder un peu en surface tous les sujets un peu importants de santé gynécologique. Et dedans j'ai proposé un tableau des contraceptions qui reprend un tableau qui est fait par l'OMS. Donc c'est quelque chose de sérieux, c'est pas moi qui ai sorti ça de mon chapeau, qui parle donc de toutes les contraceptions qui existent et leur taux d'efficacité, parce que c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte quand on choisit une contraception. Et donc il y a plein de contraceptions hormonales, on connaît la pilule, je viens d'évoquer l'implant, on a le stérilet hormonal aussi, on a les anneaux vaginales, les patchs, des injections, on a pas mal de choses. Donc dans les hormonales, il y a plein de choses. Dans les non hormonales, il y a le stérilet cuivre par exemple, qui peut être une bonne alternative, mais souvent qu'on va conseiller plutôt, je parle sur un contrôle gynécologique, mais vous demandez conseil évidemment à votre médecin, qu'on va conseiller souvent à des femmes qui n'ont pas forcément des règles trop abondantes, parce que le stérilet en cuivre, ça peut augmenter le flux des règles. Il peut y avoir le diaphragme, les préservatifs, qui sont des parfaits moyens de contraception si on n'a pas envie de passer aux hormones. Et puis après, il y a des contraceptions définitives, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que personne à vulve ou à pénis. On peut demander une vasectomie ou une ligature des trompes à n'importe quel âge, dans n'importe quelle condition. Normalement, on n'a pas le droit de vous la refuser.
C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais voilà. Et puis après, il y a des contraceptions dites naturelles, comme la symptothermie. Donc moi, c'est par exemple ce que je fais. C'est de connaître grâce à des signes et des symptômes qu'on va monitorer sur son corps quand est-ce qu'on ovule et du coup quand est-ce qu'on est à risque de tomber enceinte et quand est-ce qu'on n'est pas à risque de tomber enceinte. Parce qu'une femme, en fait, elle est fertile environ 6 jours par mois, par cycle. Donc en fait, pas du tout tous les jours. Donc il y a des jours où on peut parfaitement ne pas mettre de préservatif, ne pas se protéger et on tombera pas enceinte. Et puis après, là, il y a en ce moment pas mal de contraception masculine qui commence à émerger. On a des premiers tests pour une pilule masculine qui sont assez concluants. Eux, les chanceux n'auront peut-être pas d'effet secondaire, mais bon, ça, voilà. On a aussi d'autres méthodes qui sont mécaniques, donc avec ce qu'on va appeler les anneaux masculins, les anneaux testiculaires ou les slips chauffants. Voilà. Donc en fait, il y a plein de trucs. Il y a même des trucs qui sont pas forcément à mettre en place pour les personnes à vulve ou les femmes. Donc du coup, vraiment, on a le choix. Et après, l'OMS fait un bon taf sur répertorier les taux d'efficacité de chaque méthode. Donc en fait, après, on peut arbitrer. C'est génial et je pense que c'est un super resource pour les femmes qui veulent trouver plus d'options. Et justement, je me demandais aussi comment est-ce qu'on aborde cette thématique avec une gynécologue. Parce que, comme tu as dit, et je pense que c'est très vrai qu'il y a un peu cette distance entre médecin et patiente. Et il y a même une hiérarchie, comme si le médecin était la personne qui connaît tout. Et justement, on n'a pas assez de connaissances sur le fait d'essayer de presque challenger un peu le médecin et dire, je suis pas très à l'aise avec les options que vous m'avez données. Et est-ce qu'il y a d'autres options? Et par exemple, même moi, quand j'ai su la réponse de la gynécologue qui disait c'est la pilule et voilà quoi, je me sentais pas forcément très à l'aise de dire mais en fait j'ai lu un bouquin qui me dit qu'il y a d'autres options. Comment tu suggères qu'on va essayer d'ouvrir le débat quand on nous a donné juste une ou deux options? Alors je dirais qu'il n'y a pas de truc miracle parce qu'en fait, il y a un truc qui se passe pour tout le monde quand on arrive dans le cabinet du médecin, c'est ce qu'on va appeler le syndrome de la blouse blanche. En fait, on a appris que c'était un symbole d'autorité d'être médecin et donc du coup, même moi par exemple qui travaille depuis 10 ans sur ces sujets-là, quand je suis en face d'un médecin, en fait, je peux me liquéfier. Je peux vraiment me retrouver à... Je sais un truc, je sais que je sais ce truc-là, je sais que j'ai probablement raison. Bon, même si on ne sait jamais, mais... Et je peux me retrouver à ne pas réussir à ce que ça sorte de ma bouche pour exiger quelque chose, ce pourquoi j'étais venue, quoi. Donc, déjà, je veux dire, là, je vais vous donner des conseils, mais si vous y arrivez pas, en fait, c'est normal. Il y a un truc qui se passe qui est un peu... ancré on est en face d'une blouse blanche, on est en face d'un symbole d'autorité, du coup on n'y arrive pas. Donc ça c'est le premier truc pour un peu décomplexer. Après, moi ce que je trouve utile c'est de se préparer. Avec des notes par exemple. Donc moi vraiment quand je sais que potentiellement il y a un sujet un peu compliqué à aborder avec un pro de santé et que je sais qu'il y a des risques que je tombe face à de la résistance, j'ai des petites notes. Je me suis fait des petits points pour... en fait, si jamais je panique, j'ai un papier où sur votre téléphone si vous préférez, et en fait je peux juste relire la phrase que j'ai prévue, parce que des fois c'est l'initiation de la phrase qui est compliquée. Donc moi je trouve que ça peut aider. Après il y a aussi le fait d'avoir documenté ce qu'on va raconter. Par exemple si on veut parler de sa douleur et que le médecin on a peur qu'il soit sceptique, d'avoir fait un petit journal de douleur pour raconter un peu ses expériences qui s'est passé dans le mois qui est passé ou les quelques dernières semaines où on a eu de la douleur, ça peut être utile parce qu'en fait du coup le médecin va se rendre compte qu'on a pris la peine de faire ça, et alors on ne devrait pas avoir à prouver qu'on a mal, mais du coup le fait d'avoir pris la peine de rédiger, de prendre le temps et tout, peut-être que des fois ça peut rendre aussi le médecin plus à l'écoute. Et puis prendre des notes, faire un suivi et puis changer de pro. Après si vraiment vous voyez que vous rencontrez un mur et que vous n'êtes pas à l'aise avec cette personne, vous changez. Parce que par exemple si on parle de santé gynécologique, vous pouvez très bien aller voir un ou une sage-femme qui peuvent des fois avoir des approches très différentes, mais par exemple pour parler de contraception on peut parler de ça avec un gynéco ou avec un ou une sage-femme. Donc c'est possible aussi. Et puis voilà, essayez de pas vous débiner, même si je sais que c'est toujours très très difficile. Et puis si vous avez des idées de stratégie, je suis preneuse aussi, parce que comme je vous disais, moi, des fois, il y a des sujets où je panique un peu, et puis je sors du cabinet et je me dis, oh, j'ai pas réussi, voilà. Et par exemple, si on pense à l'arrivée de la trentaine, plus précisément, en termes de fertilité, mais surtout en termes de congélation d'ovocytes, moi, j'ai un peu cette impression que quand j'ai eu mes 30 ans,
Je sais pas pourquoi, mais tous mes amis parlaient de congeler les ovocytes. Et je comprends qu'il y a un énorme privilège en France, que c'est le fait que ça soit pris en charge par la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas dans plein de pays dans le monde. Donc, c'est absolument beaucoup plus accessible. Mais tu penses quoi d'avoir cette bénéfice de congeler les ovocytes gratuitement en France, mais aussi ça devient presque une pression que tu n'as pas encore fait, mais ah ouais, mais moi j'ai déjà fait le processus. Ah, mais j'ai tous mes amis qui l'ont déjà fait. Donc on sent que c'est un peu, on arrive à 30 ans, on commence à penser au fait qu'à 35 ans, il y a une réduction de la possibilité de tomber enceinte et on parle que de ça. Bah, déjà, je trouve que au-delà de de la congélation d'ovocytes, ce qui est assez traumatisant enfin traumatisant, peut l'être en tout cas pour certaines personnes, c'est que quand on va voir son gynéco et qu'on approche de la trentaine, on commence à nous parler de ça. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez des projets d'enfants, du coup, notamment si par exemple on veut une contraception de longue durée, par exemple poser un stérilet pour 3 ans. Moi, j'ai pas mal de personnes autour de moi qui m'ont raconté des expériences de ah mais vous avez 30 ans, est-ce qu'on va vraiment vous poser un stérilet maintenant parce que vous allez peut-être vouloir faire un enfant? Bah en fait pourquoi si je te demande un stérilet puis de toute façon ça s'enlève ouais il y a ces questions qui vont arriver, il y a des questions de l'entourage dans la société, il y a des attentes voilà. Après sur la congélation d'ovocytes je pense que c'est une belle avancée d'avoir une possibilité parce que effectivement ça donne une vraie possibilité de potentiellement repousser ou d'avoir plus de contrôle sur sa fertilité à long terme. Moi je trouve que c'est quand même un piège dans le sens où, certes, c'est remboursé, mais il y a quand même des frais cachés, déjà. Il y a des trucs qu'on va quand même devoir se retrouver à payer. C'est pas forcément accessible parce qu'en fait, c'est très bouché. Aujourd'hui, les délais d'attente, et notamment à Paris, ils sont extrêmement longs. Donc en fait, on se dit, tiens, je vais commencer à 34 ans. Ben, en fait, vous pourrez peut-être pas la faire avant 36 ou 37 ans, votre ponction. Elle sera pas forcément de qualité. Donc pour avoir assez d'ovules congelés, en fait, il faudra peut-être refaire un process. Bon, en fait, l'accessibilité, c'est aussi un peu un mirage dans le contexte dans lequel c'est fait. Mais voilà, c'est parce que on a plein de droits de santé en France, mais c'est comme l'IVG, hein. Quand on est au fin fond de la campagne, le délai pour avoir un IVG, c'est très long. Parce qu'en fait, la réalité des infrastructures versus l'application des droits qu'on a, bon, il y a une différence, quoi. Et donc, il y a ce truc d'accessibilité qui est en fait un peu un mirage. Il y a le truc aussi de, en fait, 30 ans, c'est presque trop tard pour se poser la question. Pas vraiment trop tard, mais en vrai, le pic de notre fertilité et le moment où on pourrait avoir probablement les ponctions les plus qualitatives, c'est autour de 25 ans. Et donc en fait, pour vraiment garantir que ça se passe bien, ça pourrait être intéressant d'y penser en fait entre 25 et 30 ans et pas à partir de 30 ans. Mais en fait, après, ça pose la question de combien de temps on congèle, donc les infrastructures nécessaires pour congeler et le coût que ça peut représenter. Et puis après, c'est pas infaillible. Donc en fait, les gens qui congèlent leurs ovocytes en se disant oui, comme ça, c'est sûr, ça m'achète du temps. Il faut quand même avoir en tête que en fait non, déjà vous savez pas à 30 ans si votre ponction elle va fonctionner, parce qu'en fait on sait pas si on est fertile ou pas ou si on est capable enfin tant qu'on n'essaye pas en fait on sait pas. Donc vous pouvez avoir une mauvaise surprise en faisant votre process. C'est pas infaillible aussi. Après quand on fait une fertilisation, enfin ça marche pas à tous les coups, donc il faut aussi se renseigner, il faut aussi avoir conscience que voilà, c'est pas la solution à tout et tout. Après, je pense que si c'est quelque chose qui est important pour vous, que vous n'êtes pas sur la trajectoire pour l'instant d'avoir un enfant parce que vous n'avez pas le partenaire qu'il vous faut, que vous avez envie d'attendre, bah c'est une option intéressante. Après, c'est pas, ça va pas tout régler, ça va pas garantir que ça fonctionne, et il faut toujours se dire aussi. Bah, si ça fonctionne pas, est-ce que c'est grave? Qu'est-ce que ça... Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse plus, c'est pourquoi on est obligé d'avoir un enfant. Et c'est pour ça que moi, ce sujet aussi m'a beaucoup intéressé de fertilité, de contraception, tout ça. C'est en fait, en tant que femme, vous pouvez aussi choisir de pas avoir d'enfant. Et vous pouvez aussi vous épanouir sans en avoir, peut-être. Mais on nous a tellement dit que non. Mais bon, voilà. Moi, c'est un autre sujet. J'ai un peu pris d'avance. Ouais, non, mais c'est génial parce que justement, j'allais te demander, tu as quoi comme retour, on va dire, des femmes, justement, comment gérer cette pression entre mes choix et la vie que la société attend d'une femme?
Bah ça c'est compliqué et hyper personnel parce que enfin moi par exemple j'ai souvent dit que je voulais pas avoir d'enfants, c'est quelque chose qui est toujours assez vrai maintenant et on m'a souvent dit oui mais tu verras, tu vas grandir, tu vas vieillir, ça va changer. On part du principe que souvent les femmes elles sont pas sûres de leur choix. En fait elles ont un avis à un moment mais elles le maîtrisent pas vraiment. Et je vois que effectivement dans la trentaine c'est quelque chose qui devient présent. Mais c'est important aussi que le sujet soit abordé, il faut pas le mettre sous le tapis parce qu'effectivement, si c'est un sujet important pour toi, pour celles qui nous écoutent, il faut se poser la question. Et c'est bien qu'il y ait des trucs qui nous rappellent qu'il faut qu'on se pose la question parce que si c'est effectivement quelque chose qu'on a envie de faire, bah il faut mettre les choses, toutes les chances de son côté pour pouvoir accomplir cet objectif-là, j'imagine. Donc ça c'est bien. Mais moi je trouve qu'on ne dit pas assez aussi que c'est pas obligatoire. Et on part du principe que toutes les femmes en veulent. Et du coup, quand on parle à une femme de 30 ans et plus, qui n'a pas d'enfant, on la met tout de suite dans une posture de ah, elle va en avoir un bientôt. Ou c'est forcément dans sa tête, ou c'est forcément quelque chose qui est un objectif. Et c'est délétère sur plein de trucs, parce que c'est délétère pour la carrière. C'est pour ça, notamment pour les carrières de femmes, qu'il y a des problèmes encore aujourd'hui dans la période d'entrée dans la trentaine, parce qu'on projette tout de suite. Qu'elle va peut-être partir en congé mat et c'est compliqué. Et voilà, c'est des pressions, je pense, qui sont dans la tête de tout le monde. Et c'est des pressions qui ne s'arrêtent pas au sujet de la maternité, du désir d'enfant ou pas désir d'enfant. C'est que même une fois qu'on a décidé d'avoir un enfant, les pressions, en fait, elles s'accumulent. Ah, ben comment tu te comportes pendant ta grossesse? Ah oui, moi je faisais ça quand j'étais enceinte. Donc tous les gens qui vont donner des conseils. Alors après, je suis très mal placée pour en parler. Je ne l'ai pas vécu, mais je vois autour de moi ce qui se passe dans l'expérience des femmes qui ont été enceintes autour de moi. On leur donne des conseils tout le temps, on leur dit tu devrais essayer ça. Après, une fois que l'enfant est né, s'il y a des problèmes, s'il y a l'allaitement, bah, on va inciter à allaiter, on va mettre la pression. Si jamais ça marche pas, les femmes vont beaucoup se culpabiliser, elles vont se sentir mal que ça fonctionne pas parce que ça devrait fonctionner. Mais en fait, non, on parle pas assez du fait que bah, ça peut ne pas fonctionner. Et en fait, c'est pas parce qu'on est une mauvaise mère. C'est parce qu'en fait, des fois, il y a des trucs physiques qu'on contrôle pas. C'est comme avoir une douleur, avoir une maladie. Bah, en fait, on le choisit pas. Et puis après, c'est quand on va commencer l'éducation. Ah bah moi, je faisais pas comme ça. Ah bah tu... Et en fait, tout le monde, tout le temps, a un avis sur ce que va faire une femme de son corps en tant que mère en particulier. Et de son corps. Voilà. Quand t'as un enfant, il faut faire le deuxième. Si t'en as deux, que t'en veux un troisième, ah t'es sûr que c'est pas trop. Enfin, en fait, c'est sans cesse. À partir du moment où on rentre là-dedans, il y a tout un lot d'injonctions, de commentaires, de conseils mal placés, pas demandés, voilà. Et donc en fait, à chaque fois qu'on parle de fertilité, de maternité, comme tu disais, enfin la congélation, c'est une forme d'injonction, mais parce que c'est un moment où les femmes décident de ce qu'elles veulent faire de leur corps. Bah non, on va pas les laisser tranquilles. Pourquoi les laisser tranquilles? Il y a des injonctions de tous les côtés sur toutes les expériences. On va avoir beaucoup de commentaires et tout. Je sais pas si j'ai des conseils là-dessus, parce que c'est un peu ça que tu disais. Mais, euh, mais je pense que ça change. Il y a de plus en plus de discours un peu alternatifs qui vont montrer autre chose. Et puis après, je pense que il faut pas se fier à ce qu'on voit. Enfin, c'est un truc absurde à dire, mais il faut pas se fier à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il faut pas se fier à ce qu'on a l'impression de voir chez les voisins, parce qu'en fait, les gens, ils nous donnent à voir seulement les trucs positifs, mais en fait, la grossesse pour tout le monde, à peu près pour tout le monde, c'est des galères, je pense. Enfin, j'ai l'impression qu'autour de moi, y a personne qui vit ça comme un long fleuve tranquille. Alors, il y a des trucs très beaux, il y a des personnes qui, pendant leur grossesse, vont se sentir super bien, vont super bien le vivre. À côté de ça, t'as d'autres personnes qui vont avoir des expériences où, elles vont vomir pendant 9 mois, parce que, en fait, ça, c'est une pathologie de la grossesse qui existe. T'as des personnes qui vont faire une dépression postpartum très grave. D'ailleurs, c'est très fréquent, beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Et c'est pas parce que c'est des mauvaises mères, mais comme on les rassure pas sur le fait que ça arrive, ça existe, que c'est pas grave, elles font des dépressions aussi parce que justement les gens vont leur dire tout le temps ce qu'elles doivent faire et tout, donc elles ont même plus la place d'être elles-mêmes, de trouver un peu la façon de s'épanouir dans ce rôle de mère, parce qu'en fait on oublie aussi que être mère c'est pas inné en fait. Une fois qu'on a un enfant, magiquement, on ne devient pas capable de tout comprendre, de décrypter les sons de bébé. Alors même si j'imagine qu'on doit quand même, au bout d'un moment, comprendre un petit peu les besoins de son enfant, mais c'est pas magique, c'est voilà, et il faut qu'on trouve un moyen en tant aussi que société de rassurer les femmes là-dessus, parce que sinon, on va continuer à aller dans une direction où les femmes vont avoir envie de moins en moins d'enfants. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est
un truc qui nous pend au nez, parce qu'en fait, au-delà du contexte sociétal dans lequel on évolue, qui est quand même pas fou, de la panique environnementale qu'il peut y avoir sur certaines personnes qui vont du coup leur enlever leur envie d'avoir des enfants, le fait de se rendre compte que c'est un truc qui nous rajoute plein de pression et qui nous challenge et nous fait nous sentir en échec en permanence, bah en fait, il y a plein de personnes qui n'ont pas envie d'expérimenter ça. Et si on faisait de la grossesse quelque chose de plus positif, d'empowerant, quoi, bah, ça serait beaucoup plus positif. Je pense que ce serait positif aussi pour les enfants, parce que de voir leur mère vivre avec eux de manière épanouie, j'imagine que ça peut être que positif. Donc voilà, j'ai lu un très bon bouquin là de Mona Chollet sur la culpabilisation. Il y a pas mal de choses sur la maternité et tout ce qui englobe la maternité. Je conseille comme référence si il y a des personnes qui sont jeunes mamans ou qui culpabilisent beaucoup. Je trouve qu'il y a plein de trucs très intéressants à apprendre dans ce bouquin. Très clair et très pertinent. Et donc, pour finir, est-ce qu'il y a un message que tu aimais bien passer, surtout aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui? Bah du coup, je trouve que en fait le thème qu'on a le plus abordé, c'est peut-être le moins se culpabiliser. Enfin, j'ai l'impression que c'était un peu le motto, donc du coup je vais réinsister là-dessus. Si vous avez des douleurs, vous sentez pas coupable d'en parler. Si vous avez envie d'une autre contraception, vous sentez pas coupable de ne pas vouloir vous résigner à utiliser celle qu'on vous a imposée. Si vous avez un sentiment de dépression, si à un moment vous avez pas envie et il y a quoi que ce soit dans votre expérience de femme et de santé qui vous fait culpabiliser, essayez de penser que en fait probablement vous n'êtes pas la seule à penser ça. Vous avez le droit d'exiger de vous sentir bien, donc du coup vous avez le droit de demander à avoir des solutions quel que soit votre sujet, et du coup ouais, je dirais un truc qui ferait du bien à la santé des femmes en général, c'est d'enlever la culpabilisation et le stress qui va avec cette culpabilisation, donc essayez de trouver des manières qui peuvent vous aider à vous alléger. Je suis 100% d'accord et ça me fait penser que moi, je me souviens toujours d'une expression que j'ai entendue plusieurs fois au Brésil, qu'on parle que quand une mère est née, la culpabilisation est née aussi. Et du coup, c'est tellement difficile d'enlever ça. Et c'est pas que quand on devient mère, mais que justement le fait de ne pas vouloir être mère, le fait de prendre des choix différents dans la vie en tant que relation, en tant que partenaire, en tant que façon de vivre la vie. Donc, je pense que c'est le meilleur message qu'on peut passer et c'est le message le plus urgent parce que justement, c'est ce qui va vraiment changer la société parce que la façon qu'on est éduqué est pas du tout de cette façon. Donc merci pour couvrir ce sujet et pour être plus militante par rapport à ça. Donc merci beaucoup Paola, c'était un super échange. Avec grand plaisir. Donc du coup la conclusion c'est la trentaine déculpabilisée. Parfait. Merci d'avoir écouté La Trentaine, le podcast où on finit souvent avec plus de questions que de réponses. Mais au moins, on se sent moins seul dans nos remises en question. Si ces conversations te parlent, rejoins-nous sur Instagram ou TikTok, @latrentaine.media, ou abonne-toi à notre newsletter sur Substack. On se retrouve dans un mois pour continuer d'explorer ensemble cette décennie pas si terrible que ça.